Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire sur les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, semaine de l'évolution professionnelle qui s'adresse donc aux entreprises, aux salariés du secteur privé et aux professions indépendantes. Semaine qui se déroule donc du 7 au 18 octobre et nous sommes donc sur la première journée. Cet événement est donc co-organisé par l'APEC, Avenir Actif, la boutique de gestion de la Guyane, Anti-RH Corse et Axis Martinique. Voilà, une association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je vois des petits mots dans le chat, donc merci à tous pour vos petits messages de bonjour. On vous souhaite la bienvenue. Alors, je vois que vous êtes connectés de partout en France, puisque les semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement national. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, comme vous le faites déjà, pour nous faire des petits coucous, mais aussi pour pouvoir poser toutes vos questions. On y répondra au fur et à mesure et on gardera un temps à la fin pour pouvoir échanger ensemble et répondre à vos interrogations, à vos questions. Comme le disait Lydie, donc nous sommes là dans les semaines de l'évolution professionnelle puisque ça va courir sur ces 2 semaines qui arrivent. Et aujourd'hui, c'est donc l'ouverture de ces semaines de l'évolution professionnelle donc, qui sont organisées par l'APEC et Avenir Actif. Nous sommes 2 opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé et les indépendants. Côté APEC, nous, on accompagne les cadres, donc les salariés cadres et demandeurs d'emploi. Et puis côté Avenir Actif, ce sont les salariés non cadres et les indépendants. Donc c'est un événement 100% digital, donc c'est pour ça que vous vous connectez de partout en France, qui est gratuit, qui est accessible à tous. Plus de 70 webinaires thématiques qui sont prévus sur ces 2 semaines. Donc n'hésitez pas à consulter le programme et si d'autres sujets vous attirent, eh bien n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, donc je serai assistée d'Aline Touré. Donc, je vais moi présenter Aline. Aline me présentera. Donc, Aline Touré, qui est consultante développement professionnel au Centre APEC de Toulouse et qui va être en charge de répondre à toutes vos questions sur le chat et puis de co-animer avec moi. Elle aura ce plaisir donc de 11h à midi puisque c'est un événement qui dure 1 heure. Et je vous présente donc ma chère collègue Lydie Audoubert, qui est également consultante développement professionnel à l'APEC. Donc nous, on est 2 salariés, 2 collaboratrices de l'APEC sur le centre de Toulouse en Occitanie, mais notre message s'adresse bien sûr à vous tous de partout en France. Et donc Lydie va animer ce webinaire sur donc la thématique qu'elle va vous présenter tout de suite. Donc voilà, on va échanger à la fois via le chat, via la caméra. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, ce webinaire s'adresse donc aux personnes au-delà de 50 ans. C'est comment je gère ma carrière justement au-delà de 50 ans. Au programme, nous allons aborder 5 points. Premier point, qu'est-ce qu'un senior? Vous allez voir, il y a différentes interprétations. Deuxièmement, les principaux atouts des seniors. Troisièmement, les freins et les stéréotypes à propos des seniors sur lesquels je pense peut-être que vous aurez quelques questions à nous poser pour aller justement lever les freins et aller à l'encontre des stéréotypes. Quatrièmement, quels leviers on peut mobiliser pour dépasser ces freins. Et cinquièmement, pourquoi recourir au conseil en évolution professionnelle, puisque comme vous l'a dit Aline, nous sommes 2 collaboratrices, entre autres, qui travaillons sur le conseil en évolution professionnelle au sein du centre APEC. Donc, qu'est-ce qu'un senior? Un senior, en fait, vous devez le voir sous les yeux. J'espère que vous voyez bien le diaporama. En fait, il y a plusieurs âges qui ont été pris en compte. Dans le monde du travail, la seconde moitié de carrière commence à partir de 45 ans. Pour les statistiques, dans un certain nombre de politiques publiques, de politiques définies par l'État, c'est plutôt 50 ans. À 55 ans, ça marque l'entrée dans le dernier quart de carrière, donc les 10 années à peu près qu'il reste à travailler avant le départ en retraite. Dans certaines politiques de l'emploi, vous avez certaines mesures qui ont été mises en place et qui sont mises en place à partir de 57 ans, comme le CDD senior, qui est une mesure qui s'adresse aux 57 ans et plus pour aller
jusqu'à votre retraite. À 60 ans, des seuils ont été définis par l'État, les pouvoirs publics, les collectivités locales pour accéder à un certain nombre de prestations sociales comme l'APA, l'ASPA, ASH, qui sont des prestations sociales spécifiques à partir de 60 ans. Et pour le domaine médical, 60 ans, c'est l'âge senior qui est défini par l'Organisme mondial de la santé. Entre 60 et 65 ans, pourrait-on dire même plus particulièrement. En sachant que pour le corps médical, c'est à partir de 70 ans que, a priori, un certain nombre d'incidents médicaux peuvent intervenir. Ça ne sera pas l'objet de ce webinaire. Nous, on va se concentrer plutôt sur de 45 ans à 60-65 ans. Qu'est-ce qu'il va être possible de faire pour vous dans votre évolution professionnelle sur votre deuxième partie de carrière? Donc, comme je vous l'ai dit, les cadres seniors, en introduction en préambule, sont définis à partir de 45 ans. Et dans les études qui sont faites, les cadres seniors sont appréciés pour leur expérience et leur expertise. Les atouts, en fait, là, sous les yeux, ce que vous avez, ce sont des pourcentages sur les atouts des cadres seniors selon les managers. On s'adresse à des cadres, à des non-cadres, quelle que soit leur profession et leur secteur d'activité. L'expérience et l'expertise technique représentent 45% en fait d'atouts que peuvent valoriser les seniors. Donc, l'expérience pour 25%, l'expertise pour 20%. 14% pour la connaissance des clients, des fournisseurs et des partenaires. 14% pour la connaissance des rouages internes de l'entreprise. 14% pour les compétences relationnelles, ce qu'on peut appeler des atouts, des caractéristiques personnelles, des qualités que vous mettez au service de votre expérience professionnelle, dans la façon dont vous allez occuper votre fonction. Et 11% pour la connaissance de l'historique de l'organisation de l'activité ou de l'entreprise. Donc ça, ce sont des chiffres quand même qui sont importants puisque vous voyez bien que pour l'expérience et l'expertise, c'est ce qui va intéresser plus particulièrement les managers dans le cadre des entreprises. Troisièmement, c'est pour leur maturité. Selon les managers, les cadres seniors sont en général davantage aptes à transmettre des connaissances, donc pour 51%, désamorcer un conflit pour 41% au sein des équipes, prendre des décisions à 44%, évaluer la difficulté et le temps d'une tâche à 44%, comme pour la prise de décision, piloter un projet pour 42% et entretenir des relations avec un client pour 42%. Donc, vous voyez que là où, en fait, les cadres seniors sont en général davantage aptes, c'est surtout pour transmettre des connaissances. Puisqu'en fait, pour désamorcer les conflits, prendre des décisions, évaluer les difficultés le temps d'une tâche, piloter un projet, entretenir des relations avec un client, là, c'est autant apte. Ce n'est pas davantage apte. Donc, ce qu'il est important de retenir pour vous, et dans votre positionnement, justement, dans votre façon de vous positionner, de pouvoir aussi peut-être articuler vos entretiens annuels, vos entretiens professionnels, c'est de pouvoir favoriser la transmission des connaissances. Petite précision quand même sur ces enquêtes qui sont vraiment d'une très grande richesse et d'une grande utilité. Là, ça fait beaucoup de chiffres, mais vous pourrez retrouver toutes ces enquêtes. C'est l'observatoire de l'APEC. On est observatoire de l'emploi cadre. Et donc, c'est notre observatoire qui fait énormément d'enquêtes sur tout un tas de sujets, notamment sur l'emploi des seniors. Donc, vous les retrouverez facilement en tapant enquête APEC. Vous allez tomber sur le site dédié corporate.apec.fr. Je vous invite vraiment à les consulter, à y revenir dans le détail, puisque c'est un fait, c'est ce que vous a dit Lydie, quand on interroge les entreprises, les cadres seniors, enfin les seniors ont énormément d'atouts et qui sont bien valorisés, bien pointés par les entreprises qu'on est allé interroger. Voilà, donc comme le disait Aline, en effet, si je résume, donc il y a l'expérience, l'expertise, la maturité
Et ensuite, la prise de recul et la posture relationnelle. Donc, pour 74% des cadres seniors, ils ne se sentent pas en concurrence avec leurs collègues. Et pour 59% des managers, ils considèrent qu'il n'y a pas de conflit intergénérationnel dans leur équipe. Donc, ce qui est un atout considérable pour pouvoir faire travailler plusieurs générations ensemble sur des projets et sur l'activité. Donc, le rôle de régulateur des relations sociales est reconnu dans l'entreprise, ce que je viens de dire par la prise de recul et la posture relationnelle. Donc, ce qui ressort dans les études, c'est le côté bienveillant des seniors, loin des rivalités, qui peuvent justement apporter du recul aux autres collaborateurs et aux managers. Ils sont reconnus aussi dans toutes les études qui ont été produites là jusqu'en 2021 pour leur enthousiasme et leur loyauté, tant par rapport à l'entreprise que par rapport au travail. Ça génère une culture de l'entreprise. Et ils jouent parfois un rôle de lien entre le management et les salariés. Là, vous avez un petit encart justement de personnes interrogées qui ont été sollicitées dans le cadre des enquêtes pour dire, voilà, je considère un peu plus comme une figure paternelle, je sais que je peux leur parler des soucis que je peux avoir, ils vont me conseiller. Donc, les seniors ont ce rôle de recul dont on parlait, de posture relationnelle, qui fait que une personne qui sera moins dans la seniorité va pouvoir solliciter ses collègues et les collaborateurs. Donc, comme je le disais, voilà, l'expérience, la maturité, la prise de recul sont des atouts considérables. Mais il peut aussi y avoir des freins et des stéréotypes à propos des seniors. Parfois, dans les freins et stéréotypes, ce qui peut être difficile, c'est de faire le deuil de l'emploi précédent. Par culture, par fidélité, justement, par peut-être le choc au moment de la rupture, si c'est le cas. Donc, le deuil peut faire partie des points freinants. C'est de pouvoir aussi redéfinir un nouveau projet professionnel clair, puisque je peux être amenée à changer d'entreprise, à changer de secteur d'activité, à réfléchir au salariat, à réfléchir peut-être à la création d'activités, peut-être à d'autres formes d'emploi, parce qu'en tant que senior, peut-être j'ai envie aussi de faire autre chose. Ça va être aussi de démontrer, d'argumenter vos compétences en lien avec votre expérience. Donc ça, justement, ça fait partie du conseil en évolution professionnelle, de pouvoir travailler sur le deuil, la définition d'un projet, les compétences que je vais vouloir utiliser, les atouts que je vais vouloir utiliser, ainsi que les connaissances que je vais vouloir utiliser. Ça peut être une des difficultés que peuvent rencontrer les seniors. Pour les recruteurs, eux, ils peuvent avoir des représentations. Dans ces représentations, à tort ou à raison, un recruteur peut estimer qu'un senior va demander un salaire peut-être plus élevé, que le diplôme va être beaucoup plus valorisé que l'expérience, puisque vous avez dans les offres d'emploi, il est très souvent demandé un diplôme précis. Un manque de flexibilité, parce que des habitudes, peut-être, et on parle bien de stéréotypes, donc des habitudes, des façons de faire, donc peut-être une remise en question qui parfois peut être délicate et difficile. Et peut-être parfois, mais là on est bien sur des stéréotypes, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, une moins bonne maîtrise des outils informatiques, qui fait qu'un recruteur peut s'interroger sur est-ce que je vais recruter un senior qui va me demander un salaire plus élevé, qui va peut-être manquer de flexibilité, qui va peut-être avoir des prérequis qui ne me seront pas utiles et une moins bonne maîtrise des outils informatiques. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête pour justement vous permettre après de pouvoir argumenter, contre-argumenter par rapport à ces freins et ces stéréotypes qui ne sont, pour la plupart du temps, que des a priori. Donc, quel levier vous pourriez mobiliser pour dépasser ces freins? Premier levier, c'est développer votre connaissance du marché du travail afin d'affiner votre projet. Pour vous positionner en termes de salaire, identifier les besoins en compétences, identifier les entreprises qui recrutent et identifier les points forts. Parce qu'en effet, dans le cadre d'un changement professionnel, il va être important que vous soyez au clair avec le marché sur lequel vous allez souhaiter vous positionner. Le marché de l'emploi, il est toujours lié à un territoire, qu'il soit départemental, régional, national, européen ou international.
Donc, il va être important pour vous d'avoir ces données clairement en tête parce qu'une fois que vous avez un projet, ce projet, il faut qu'il soit réalisable par rapport au marché de l'emploi. Mais il faut aussi qu'il soit réaliste par rapport à vous. Donc, il va falloir désamorcer des préjugés sur l'âge et adopter une posture d'offre de service aux entreprises. Comment? Justement, en mettant en avant et en valorisant les compétences, les atouts, les caractéristiques personnelles, les qualités que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel, avec des exemples concrets, je vais y revenir dans quelques minutes, et anticiper les doutes du recruteur. Lorsque vous vous positionnez sur un poste, je vais dire une évidence, mais qui est importante, c'est qu'il y a forcément un besoin et ou une problématique. Par rapport à ce besoin et ou à cette problématique, vous allez vous répondre à une offre ou faire de l'approche directe ou faire une candidature spontanée parce que vous aurez repéré qu'il peut y avoir des besoins. Ça veut dire qu'il va être important pour vous d'identifier clairement comment vous allez vous positionner professionnellement. Ce qu'on appelle, nous, dans nos jargons, votre projet professionnel. Quel va être mon projet professionnel au singulier ou au pluriel? Ça veut dire être au clair sur votre projet, votre positionnement, les compétences qui viennent en appui de ce projet, les connaissances théoriques ou pratiques sanctionnées ou pas par un diplôme, par un certificat, par une qualification. Ça va être aussi d'être au clair sur vos atouts, vos qualités qui viennent au service de vos compétences et de vos connaissances et qui font que vous allez vous distinguer en tant que professionnel. Ce qui va être important, c'est de pouvoir dire voilà moi ce que je peux proposer, voilà en quoi je peux être la personne qu'il vous faut, tant au niveau des compétences, des connaissances, des caractéristiques personnelles et des facteurs de motivation. Il est très important aussi de pouvoir parler des facteurs de motivation. Qu'est-ce qui fait que ce poste dans cette entreprise, dans ce secteur peut vous intéresser? Tout en levant des doutes auprès des recruteurs sur les préjugés concernant l'âge, les préjugés peut-être concernant ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être le manque de maîtrise informatique, je parle bien de préjugés, ou par rapport à une expérience et des façons de travailler. Donc, il va être très important pour vous de bien travailler ce projet, les atouts que vous avez, les freins et les préjugés pour pouvoir mieux vous positionner et lever les freins. Lydie, peut-être une question, enfin il y avait une réaction, je partage une réaction de Catherine qui nous disait qu'effectivement la question du salaire était souvent posée par les recruteurs et c'était même la première question qu'on lui a posée sur son dernier entretien. Alors tu l'as abordé, peut-être quelques éléments pour justement identifier le salaire qui est proposé par le marché. Je pense notamment à des simulateurs de salaire qui existent. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus? Alors, je vais essayer d'y répondre et puis j'espère que la personne réagira pour nous dire si j'ai répondu ou pas. Quand on parle du marché, il est très important sur le marché, en effet, de définir le besoin, le ou les besoins, et de définir les conditions de travail et l'environnement de travail. Sur le marché, on peut l'aborder de différentes façons. On peut utiliser les réseaux sociaux pour apprendre à connaître le marché, interpeller des personnes pour connaître le marché et le salaire, parce que le salaire fait partie des éléments du marché. Donc, ça peut être d'interpeller des personnes qui travaillent dans les entreprises, ça peut être d'aller lire des études qui sont faites par l'Expansion, par Randstad, par l'APEC, notamment sur les salaires suivant les secteurs d'activité et les profils. Ça peut être aussi un simulateur de salaire. À l'APEC, par exemple, on a un simulateur de salaire par rapport au nombre d'années d'expérience par rapport à la formation initiale. Donc, ça va être d'aller chercher de l'information à la source pour aller voir quels sont les salaires pratiqués. Pour un même poste, dans un secteur d'activité, je peux avoir un écart de salaire entre 10, 15 à 20%. Suivant les territoires, je peux aussi avoir des écarts de salaire. Donc, cette information, puisque malheureusement, on constate à l'APEC, mais partout ailleurs, que les salaires ne sont pas forcément identifiés sur les offres, votre travail va consister à aller faire tout ce travail d'enquête, tout ce travail d'approche marché pour connaître les salaires, soit par des études, soit par des enquêtes, par de la lecture ou par des simulateurs. Donc,
là, le travail de réseau, j'allais dire, en proximité et à distance par les réseaux sociaux va être essentiel et capital. Est-ce que j'ai répondu, Aline? Moi, je trouve, mais c'est peut-être Catherine qui va pouvoir nous le dire. Pas mal de questions dans le chat, hein, j'en profite sur le marché. Quels sont les secteurs qui recrutent un senior? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait des secteurs qui recrutent plus un senior que d'autres, hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur le marché. Quel secteur recrute? Mais ça dépend du territoire, ça dépend de où vous êtes, quelle est votre zone de mobilité, puis aussi quel est votre parcours. Donc, on ne peut pas répondre dans l'absolu à ces questions-là qui sont un petit peu trop générales. L'idée, ça serait de pouvoir justement analyser votre marché par rapport à votre parcours, par rapport à vos expériences professionnelles, mais aussi par rapport à votre zone géographique. Voilà, donc un petit point, il y a plein de secteurs, on en entend parler, des secteurs en tension. Il y a l'informatique, il y a le bâtiment, il y a l'hôtellerie-restauration, il y a la santé. Voilà, il y en a effectivement plein à voir hein, maintenant selon votre territoire. Voilà. Et puis, il y avait des questions aussi sur la reconversion et le salaire. Est-ce qu'on est obligé d'accepter, c'était un peu la question que j'ai vue, d'accepter un salaire plus bas quand on est en reconversion et comment valoriser mes compétences alors que je suis en reconversion et que du coup, je n'ai pas d'expérience. Lydie, peut-être quelques éléments à apporter là-dessus? Alors là, il y a plusieurs réponses parce qu'en fait, c'est le marché qui détermine les salaires. Malheureusement, ce n'est pas un candidat ou une candidate. C'est le marché par rapport à un poste, par rapport à des secteurs d'activité et par rapport à des territoires. La remarque, je ne peux que rebondir sur la remarque d'Aline, les territoires, nous on le voit bien, suivant les territoires, et dans une même région, on peut avoir des salaires différents suivant les territoires. Donc, les politiques salariales sont déterminées par les entreprises et donc par territoire, par secteur d'activité et par poste. Dans une reconversion, le plus souvent, on constate en effet qu'il y a des baisses de salaire parce que c'est une reconversion, on change de métier, on change de secteur d'activité. Quelque part, pour un employeur, je dis bien quelque part, on redémarre de zéro en sachant que vous capitalisez malgré tout des compétences, des connaissances, une posture. Je parlais tout à l'heure de posture relationnelle. Vous allez offrir aussi à ces entreprises ses compétences, ses atouts, ses connaissances, même dans le cas d'une reconversion. Donc, tout le travail que vous avez à faire, en fait, c'est de pouvoir se dire, en fait, quels sont mes acquis à moi? Est-ce que je peux formaliser? Moi, je suis beaucoup pour la formalisation. Est-ce que je peux formaliser tous mes acquis? Ces acquis, est-ce que je peux jouer sur des compétences transférables, des connaissances transférables, des atouts que je vais pouvoir transférer, que je vais pouvoir valoriser? C'est en ça que vous ne partez pas de zéro, en fait. C'est-à-dire que vous avez une expérience, vous avez des compétences, vous avez des talents, vous avez des capacités. Et ça, il va falloir pouvoir les valoriser et transférer tout ce potentiel auprès de ce nouveau projet. Et c'est là tout un travail que vous avez à faire, un travail préparatoire qui est essentiel pour convaincre le recruteur que malgré une reconversion, malgré entre guillemets, une reconversion, vous avez des choses à offrir et que vous ne partez pas de zéro parce que vous avez un vécu et que ce vécu, vous le mettez au service de l'entreprise. Mais moi, je pense qu'il est important de le formaliser sur voilà quels sont mes acquis, voilà les requis par rapport à cette reconversion et qu'est-ce que je vais pouvoir transférer qui va parler de moi. Et c'est en ça qu'il est important de parler de votre expérience, de vos compétences, de vos connaissances, de vos capacités, de vos talents et puis des résultats. On en a parlé tout à l'heure sur une diapositive où je n'ai pas assez insisté à mon sens sur les résultats. Si par exemple, je vais prendre un exemple, j'ai été commerciale et demain je veux devenir consultante RH. En tant que commercial, j'ai analysé des besoins par rapport à des clients ou à des prospects. Un consultant RH, il analyse des besoins. On est bien sur une compétence transférable. Ce qui change, c'est la finalité. Le commercial, il va vendre. Le consultant RH, il va accompagner et conseiller un candidat ou une candidate. Mais une analyse de besoin reste une analyse de besoin. Donc, tout le travail à faire, ça va être justement d'identifier, de formaliser votre portefeuille de compétences et à partir de là, de dire
qu'est-ce que je mets au service de cette reconversion et qui vient en appui et qui fait que du coup, je peux peut-être demander un salaire un petit peu plus élevé en sachant que sur le salaire, il y a quand même des pratiques par les entreprises qui ont des politiques sociales, qui définissent les salaires. Et puis, il y a des questions, comme le disait Aline, de territoire. Est-ce que j'ai répondu, Aline? Oui, très très bien. Alors là, ça s'affole dans le chat, Lydie. Plein de commentaires, plein de questions. On peut malheureusement pas rentrer dans des situations individuelles hein, pour vous orienter sur des job boards ou pour vous dire quoi faire, comment travailler votre argumentaire. C'est tout l'intérêt de prendre rendez-vous hein, avec son opérateur du conseil en évolution professionnelle pour aborder ces questions-là, faire un point sur votre parcours, vous aider à préparer votre argumentaire. Justement, hein, on va y venir. À quoi ça sert le conseil en évolution professionnelle? Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, pour travailler de manière beaucoup plus individuelle. On va venir, Christine. Alors, Lydie, tu ne peux pas imaginer le nombre de questions sur le CDD senior. Donc, j'ai dit qu'on ne rentrerait pas dans des aspects trop techniques sur les contrats de travail ou les formes alternatives d'emploi, mais justement, je fais le lien avec cette slide qui permet de présenter un peu différentes formes d'emploi, dont le CDD senior. Alors, sur les autres formes d'emploi, ce que vous pouvez faire, parce qu'on ne pourra malheureusement pas rentrer dans les détails, en plus vous êtes 450, j'ai cru voir, on ne va pas malheureusement pouvoir rentrer dans des situations, comme l'a dit ma collègue Aline, personnelles et individuelles. Par contre, peut-être que les opérateurs CEP ont des offres de services qui peuvent vous aider, d'où la prise de rendez-vous dont vous parlez, Aline. Mais vous pouvez aussi aller vous renseigner sur des sites institutionnels. Donc certains sont communiqués dans le chat. Merci à tous ceux qui partagent des ressources hein, pour tous les membres de ce webinaire, notamment Service Public, hein, qui est une référence. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur Légitravail, Légitravail, vous pouvez aller voir sur le site du ministère du Travail, vous pouvez aller voir sur servicepublic.fr. Moi, ce que je peux vous préconiser et qu'on va vous préconiser avec Aline, c'est plutôt d'aller sur des sites institutionnels, de ne pas aller sur des moteurs de recherche parce qu'il peut y avoir des erreurs juridiques importantes parce que ce sont des contrats qui sont réglementés. Que ce soit le CDD senior ou que ce soit les autres formes d'emploi, par exemple le portage salarial, ça peut être la CESU, ça peut être des coopératives, voilà, on peut la micro-entreprise. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur des sites institutionnels, vous renseigner sur ces types de contrats et éventuellement, on en parlera dans quelques minutes, consulter les opérateurs du Conseil d'évolution professionnelle pour vous aider à formaliser ce projet. Voilà. Et donc là, peuvent être abordés justement tous les cas de figure parce que pour les seniors, on peut le constater, il y a des seniors qui souhaitent aller sur du salariat ou continuer sur le salariat et d'autres souhaitent plutôt créer leur activité. Dans la création d'activité, eh bien, il y a différentes possibilités. Il n'y a pas que la création d'entreprise, il y a différents types de modules dont je parlais, comme le portage salarial, les coopératives d'activité et bien d'autres choses. Donc là, allez consulter plutôt des sites institutionnels et demandez éventuellement un rendez-vous à votre conseiller en évolution professionnelle, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Aline, sur le sujet-là? Sur le CDD senior, je crois que c'est OK. Sur tous les types de contrats, hein, orientez-vous vers ces sites institutionnels. C'est des choses qui bougent, des conditions d'accès. Il faut avoir des critères précis. Donc, c'est important que vous puissiez vous renseigner là-dessus. Je crois qu'il y a plein de réactions aussi dans le réseau sur… On peut dire c'est au moins 57 ans. Voilà, en dessous de 57 ans. Ça ne fonctionne pas. Pour ceux qui ont au-dessus de 57, vous pouvez vous renseigner sur le CDD senior. Il y a la discussion là dans le chat part sur le réseau, effectivement. Comment trouver les offres cachées, ce fameux marché caché. Et donc, en fait, les personnes se répondent hein, dans le chat. Donc, oui, la notion de démarche réseau est importante et c'est des choses qu'on travaille aussi. Parce que c'est la diapo suivante. C'est ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est de travailler votre projet. Donc, votre projet, comme vous l'avez entendu, c'est vous aider de fiches métiers, des offres d'emploi, d'articles, d'aller peut-être voir la liste des métiers en tension aussi, hein, puisqu'il y avait des questions tout à l'heure sur les métiers en tension. Il faut savoir que la DARES, qui dépend du ministère du Travail, que France Travail, les préfectures dans chaque territoire, les CARIFOREF, qui sont des structures mises en place par la région, ou les Transition Pro-Occitanie, qui sont les ex-FONGECIF qui travaillent sur des dispositifs, éditent des listes de métiers en tension.
Et ce sont des listes par territoire, donc plutôt par région. Donc tout ceci peut vous aider à construire votre projet. Mais votre projet, il va être important aussi de pouvoir mobiliser votre réseau, ce dont parlait Aline et ce dont a priori vous parlez dans le chat. Donc il va falloir constituer, entretenir et mobiliser son réseau. Le réseau, ce n'est pas forcément des personnes que vous connaissez. Le réseau, il peut être d'abord personnel, il peut être professionnel, ça peut être constitué d'anciens collègues, d'anciens clients, d'anciens fournisseurs, d'anciens managers, donc toute personne avec qui vous avez travaillé, mais ça peut être aussi des personnes que vous pouvez croiser dans le cadre de vos démarches sur des salons, sur des forums, ça peut être votre voisin, votre coiffeur, votre garagiste, toute personne avec qui vous allez pouvoir échanger pour partager de l'information. Pour faire part de votre projet. Ah, ma petite souris, elle est sensible. Voilà. Donc, ça va être de travailler ce réseau-là, c'est-à-dire d'aller vérifier que votre projet, il est réaliste et il est réalisable. C'est d'aller vous renseigner aussi sur les politiques de recrutement, sur les besoins de recrutement, sur leur politique, justement, peut-être par rapport aux seniors. Donc, ça va être important de mobiliser ce réseau, de l'entretenir, en les tenant au courant, en les remerciant des échanges. C'est provoquer de l'échange, idéalement en face à face, mais ça peut être aussi par téléphone, ça peut être par mail. En tout cas, mobiliser ce réseau pour bien connaître le marché et connaître aussi les opportunités en amont, peut-être pour éviter aussi la concurrence des offres. Donc, ce réseau va vous servir à la fois à valider votre projet professionnel, ça va vous permettre de connaître les besoins, de connaître les critères de recrutement et de vous faire connaître. Et quand on est un senior, justement, pour aller lever les freins, ça peut être intéressant que vous puissiez échanger. Parce que par l'échange, il y a certains critères freinants qu'on peut oublier. Ça, nous, on le voit en permanence avec Aline dans nos bureaux, c'est toutes les semaines. C'est l'échange qui fait qu'on va oublier peut-être un certain nombre de choses. Donc, constituer, entretenir et mobiliser le réseau, c'est un point essentiel comme levier. C'est ensuite être flexible sur les critères de recherche d'emploi et être peut-être disposé à faire certaines concessions. Mais il n'y a pas que les seniors qui font des concessions. On peut faire des concessions. Mais en tout cas, ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Alors, ces concessions, il va falloir vous les évaluer. Est-ce que au niveau des responsabilités, je veux plus de responsabilités qu'avant? Est-ce que je vais peut-être négocier le temps de travail? Est-ce que peut-être je vais aller peut-être réduire le salaire parce que je peux aujourd'hui par rapport à ma vie personnelle et ma vie familiale? Est-ce que sur la zone géographique, je suis prêt à élargir ou pas? Est-ce que je vais forcément viser un contrat à durée indéterminée ou est-ce que je vais peut-être regarder des CDD, je vais regarder du travail temporaire, je vais regarder des contrats de mission à voir? Ou peut-être, je vais m'interroger sur les secteurs d'activité, s'ils sont porteurs ou pas dans la zone géographique, sur le territoire sur lequel je vais rechercher. Donc, ça va être important pour vous d'établir ce que je vais appeler vos enjeux, vos critères de choix. C'est-à-dire sur quoi aujourd'hui je tiens absolument à m'investir et sur quels critères il va être important pour moi que je tienne bon, et puis sur quels critères peut-être je peux négocier. Et ça, par le réseau, vous aurez aussi un certain nombre d'informations sur tous ces aspects-là. Donc, c'est être ouvert, comme je le disais, troisième point, aux différentes formes d'emploi et peut-être voir aussi, pourquoi pas, la création d'activités ou la reprise d'activités. En tout cas, tous ces points, il va être important de les poser et c'est en ça que le conseil en évolution professionnelle est un atout majeur parce qu'il va être important de le poser avec quelqu'un de neutre et quelqu'un qui va vous permettre de poser votre projet, dans quel cadre vous voulez ce projet, dans quelles conditions de travail, dans quel environnement de travail, pour que ça corresponde au mieux pour vous et que ça soit en lien avec le marché parce qu'on ne peut pas travailler un projet tout seul sans être connecté au marché, sinon on a intellectuellement un projet magnifique, mais où on ne trouvera pas d'opportunité. Donc, les deux sont importants, c'est votre projet et le lien avec le marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aline ? Non, tu peux continuer. Alors, tiens, il y a Sandra qui en pose une et il y avait déjà cette question-là, la différence entre un bilan de compétences et un CEP. Est-ce que je vais voir un CEP? Est-ce que je vais faire un bilan de compétences? Peut-être que ce sera plus clair après ta présentation du conseil en évolution professionnelle, hein, où moi, je répondais dans le chat de dire que c'est des
des dispositifs qui sont différents et qui sont quand même, qui peuvent être complémentaires. Mais je te laisse aller sur le CEP. Je crois que tout le monde a envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, je le garde en tête pour répondre. Donc, pourquoi recourir, c'est ce que je disais, merci Aline, au conseil en évolution professionnelle. Ben, c'est pour être accompagné justement de façon efficace pour travailler ces différents leviers, pour bien connaître le marché et donc vous positionner au mieux. Le conseil en évolution professionnelle va vous permettre d'identifier vos compétences. Donc, les compétences, pour un petit rappel, c'est les savoir-faire. C'est ce que je sais faire et donc si je le fais, c'est que j'ai un résultat. Donc, c'est de pouvoir identifier vos compétences, ce qu'on appelle le savoir-faire. Apprendre à les valoriser, à les argumenter. Comment on les valorise, comment on les argumente? Par des exemples concrets avec des résultats. Parce que si je vous dis, ben moi je suis une excellente commerciale et Aline me dit, ah bon, qu'est-ce que tu as vendu? Et je dis rien. Bon, ben j'ai un ego certainement démesuré, mais je ne suis pas lucide et je n'ai certainement pas la compétence. Donc la compétence, c'est un savoir-faire, c'est un savoir agir. J'ai agi et j'ai obtenu forcément un résultat avec plus ou moins de maîtrise, plus ou moins de connaissances, mais j'ai un résultat. Donc, on va vous permettre d'identifier ces savoir-faire. On va vous aider à définir et tester votre projet professionnel. Comment on va le tester? On va le tester aussi en se confrontant au marché du travail. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si j'ai un projet mais que je ne le confronte pas à la réalité du marché, je peux me mettre dans une situation extrêmement délicate et difficile. Si je recherche un poste qui n'existe pas sur mon territoire, je rallonge forcément mes délais de recherche d'emploi. Donc, il va être très important de se confronter à la réalité du marché. Ensuite, il va être important d'adapter vos outils de communication, le CV, la lettre, la préparation aux entretiens de recrutement, le travail de réseau dont j'ai longuement parlé tout à l'heure, comment je vais l'approcher, puisque je n'approche pas un interlocuteur dans le réseau, comment je vais approcher un interlocuteur dans les entretiens de recrutement. Dans l'entretien de réseau, je vais aller chercher de l'information, je vais aller me confronter au marché. Dans l'entretien de recrutement, je suis par contre en situation d'aller valoriser mes compétences. Si je devais vous prendre une image, dans l'entretien de réseau, vous êtes plutôt un journaliste d'investigation, un ou une journaliste d'investigation. Dans l'entretien de recrutement, vous êtes plutôt un ou une commerciale. Donc, ce sont deux postures différentes. Et ça, le conseil d'évolution professionnelle va vous sensibiliser sur ces questions, va vous permettre de travailler votre posture, votre argumentaire pour pouvoir avancer, cheminer dans votre projet. Donc, on va travailler tout ce qui touche aux outils de communication, tout ce qui touche à la stratégie de recherche d'emploi, parce que si je ne mets pas en place une stratégie, je peux m'éparpiller, je peux m'y perdre. Donc, il faut travailler comme sur des modes projet, c'est-à-dire quel est mon projet. Dans ce projet, c'est quelles sont les actions, quels sont les moyens, quelles sont les échéances que je vais me fixer, parce que le temps passe vite, surtout quand on recherche un poste. Donc, et par contre, lorsqu'on est indemnisé à France Travail, l'indemnisation, elle ne dure pas éternellement. Donc, il faut organiser sa recherche. Ça, un conseil en évolution professionnelle va pouvoir aussi vous aider donc, à maîtriser les outils, les techniques de recherche d'emploi, mettre en place des plans d'action pour vous permettre justement de chercher dans les meilleures conditions. Donc, le métier du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir vous accompagner sur le projet pour pouvoir le mettre en œuvre. Le bilan de compétences, en fait, c'est différent. Le bilan de compétences, c'est une personne qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire. Elle sait plus ou moins bien ce qu'elle a fait. Par contre, elle ne sait pas demain ce qu'elle aimerait faire. Elle n'a aucune idée, elle sait ce qu'elle ne veut plus, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Et donc, le bilan de compétences va vous permettre justement d'identifier un projet professionnel prioritaire et ou un projet professionnel alternatif, réaliste par rapport à vous et réalisable par rapport au marché. Donc, le bilan de compétences, c'est une prestation qui permet de définir un projet que je n'ai pas en tête. Le conseil en évolution professionnelle, c'est j'ai un projet où j'ai des pistes en tête, mais j'ai besoin d'aller me confronter à la réalité, j'ai besoin d'améliorer mes techniques de recherche d'emploi, j'ai besoin de travailler mes outils pour pouvoir rechercher un poste dans les meilleurs délais et avec efficacité, puisque l'objectif, c'est d'obtenir un poste le plus rapidement possible. Est-ce que j'ai répondu, Aline?
Tout à fait. Et je pense qu'on peut enchaîner parce qu'il y a plein de questions, mais qui vont être, voilà, on nous demande si en tant que demandeur d'emploi, vers qui s'adresser, etc. Donc là, je crois qu'on peut aller sur le CEP. Puis il y a pas mal de personnes qui disent aussi que c'est complémentaire, hein, bilan CEP. Ça dépend d'où on part, ça dépend de ces questions. Donc oui, je pense que le CEP, là, il y a des questions là-dessus. Donc tu vas nous présenter les opérateurs, etc. Alors, le conseil en évolution professionnelle, qu'on appelle le CEP, hein, si vous avez été sur votre compte personnel de formation, vous avez forcément vu à un moment donné l'onglet CEP et qui contacter suivant les postes que vous avez occupés. Donc, c'est quoi? Le conseil en évolution professionnelle, c'est donc un processus d'appui pour tous les salariés, tous les indépendants qui veulent faire un point sur leur situation professionnelle, qu'on soit en poste ou qu'on soit demandeur d'emploi, ou qu'on soit créateur de son activité. Donc, pour élaborer, formaliser et mettre une stratégie en place dans le cadre de votre évolution professionnelle, qu'on soit sur un changement ou pas. Donc, c'est un service qui est gratuit, accessible à toute personne, sous le sceau de la confidentialité. Donc, si vous êtes en poste, votre employeur ne sera jamais informé que vous sollicitez un conseil en évolution professionnelle. Vous aurez affaire à des structures avec des consultants qui sont neutres, accessibles à tous et impartials. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, notamment pour des personnes qui sont en poste. J'imagine qu'il y en a certains qui assistent à ce webinaire. Lorsque vous sollicitez un conseil d'évolution professionnelle, vous le faites par vous-même directement. Donc, ça peut être Avenir Actif si vous êtes non cadre. Si vous êtes cadre, c'est la PEC. Et donc là, vous allez prendre un rendez-vous avec l'opérateur qui vous concerne pour faire part de votre situation professionnelle au jour J, voir de quoi vous avez besoin, quel est votre besoin, quelle est votre problématique pour pouvoir poser ensemble des plans d'action pour travailler. Notamment, par rapport aux seniors, tous les leviers d'action par rapport aux freins que vous avez, quels vont être les leviers d'action? Qu'est-ce qu'on va argumenter ou contre-argumenter pour aller rassurer le recruteur potentiel? Parce que c'est ça, en fait. Un senior, malgré tous les atouts dont j'ai parlé tout à l'heure, il va falloir qu'il rassure. Donc ça fait partie des points qu'on aborde dans le conseil en évolution professionnelle. Donc, comme je le disais, pour les salariés, les indépendants non cadres, c'est Avenir Actif qui a été donc mandaté. Pour les cadres, c'est la PEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est France Travail. France Travail, c'est l'agence auprès de laquelle vous êtes rattaché et c'est toujours l'agence la plus proche de votre domicile principal. Ça peut être après les missions locales qui s'adressent aux jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes reconnues en situation de handicap qui ont une RQTH. Donc, vous avez 5 opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui peuvent intervenir à tout moment. Il faut savoir que ce conseil qui est gratuit, comme je disais, qui est impartial et qui est neutre, vous y avez accès jusqu'à votre retraite définitive. Parce que je dis définitive, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui font parfois du cumul emploi-retraite et qui peuvent aussi, parce qu'elles ont un emploi à temps partiel, bénéficier du CEP. Donc, vous pouvez bénéficier de services individuels, de services collectifs, en présentiel, en distanciel, suivant le besoin ou la problématique que vous rencontrez, en toute neutralité, en toute impartialité et de façon confidentielle. Merci Lydie. Alors, il y a pas mal de questions. Mais si je suis enseignant dans le secteur privé, je peux. Oui, le CEP, c'est pour tout actif, qu'on soit salarié du secteur privé ou demandeur d'emploi. Voilà. C'est juste des opérateurs différents. Donc, tout à fait, hein, ça concerne bien tous les actifs du secteur privé. Et puis, plein de oui, mais la PEC, le CEP et France Travail, voilà, on est tous des opérateurs du CEP. Pour répondre tout de suite à la question et qu'il n'y ait pas de confusion, que ce soit Avenir Actif, qui ne seront pas présents, parce que j'en profite, je réponds aujourd'hui, mais qui vont animer d'autres webinaires. Hein, donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les sessions organisées par Avenir Actif si c'est eux que vous avez envie de rencontrer aussi. Que ce soit Avenir Actif ou la PEC, on ne gère pas la partie administrative. Hein. D'un côté, on met l'indemnisation pour les demandeurs d'emploi qui est vraiment organisée là par France Travail et nous, on est vraiment sur le volet accompagnement. Donc, je vois des noms qui circulent. Hein. Voilà, il y a la partie accompagnement, conseil en évolution et la partie indemnisation qui sont deux choses différentes.
Je fais une petite parenthèse, Aline. D'ailleurs, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, inscrits à France Travail, sur votre compte, vous avez un onglet qui, s'il n'a pas changé, il est sur votre gauche de votre espace, où il est mentionné le technicien ACDIC qui suit votre indemnisation chômage et le conseiller France Travail qui accompagne les personnes demandeurs d'emploi. Donc, vous avez deux noms de personnes parce qu'en effet, c'est deux traitements différents. L'indemnisation chômage, c'est un point à part entière. L'APEC, les missions locales, le Cap emploi, ne traite, Avenir Actif, ne traite pas de l'indemnité chômage. Ça, ce n'est que France Travail. Les 5 opérateurs que vous avez sous les yeux, dans la diapo que vous avez sous les yeux, sont là pour conseiller, accompagner, aider, vous donner de l'information pour travailler votre projet, mettre en œuvre le projet, travailler les freins, travailler les leviers, quelles que soient les questions. Ça peut être des questions sur le projet, ça peut être des questions sur de la formation, ça peut être des questions sur la validation des acquis par l'expérience, ça peut être des questions sur les financements de formation, qui est un vrai sujet. Voilà, c'est toute question qui va vous permettre de mettre en place le projet pour le plus rapidement possible revenir à l'emploi. Que vous soyez en poste ou que vous soyez demandeur d'emploi, en sachant que la particularité de France Travail, c'est qu'il ne gère que les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. Voilà. On a une question complémentaire pour le public. Et ben pour la fonction publique, c'est à voir directement avec votre institution, que ce soit la fonction publique d'État, donc à voir avec votre ministère de rattachement, la fonction publique territoriale, à voir avec votre collectivité, la fonction publique hospitalière, à voir là encore. Donc, c'est deux choses séparées, effectivement. Il n'existe pas de même dispositif pour la fonction publique. On peut continuer, Lydie. Pardonnez-moi. Il y a même ce qu'on appelle des RH de proximité dans la fonction publique. Donc, ce qu'il vous faut, là où il faut vous renseigner, c'est trouver le RH de proximité. Voilà. Pardonnez-moi. J'enchaîne, Lydie, j'enchaîne si tu veux. Donc, on l'a vu, hein, plusieurs thématiques qui peuvent être abordées dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Vous les avez là. L'évolution professionnelle, ben oui, c'est ce dont on vient de parler, mais ça peut être aussi le développement de compétences. Alors, derrière le développement de compétences, ben souvent, il y a la question de la formation, hein, comment développer ses compétences, comment acquérir des nouvelles compétences. Et je le répète, hein, pour des salariés en poste aussi, c'est des choses qui sont possibles. Tout un tas de thématiques sur la transition professionnelle, la reconversion. La reconversion, c'est changer de métier, changer de secteur. Donc, on l'abordait au début, hein, du webinaire, la reconversion professionnel, ben, on repart souvent débutant sur certaines fonctions où on a besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Donc, c'est quelque chose qui se travaille en projet de reconversion et on va pouvoir identifier ben, les atouts, les compétences transférables et puis valider hein, que ce projet de reconversion soit également réaliste. Le conseil en évolution professionnelle, c'est aussi la reprise, la création d'activités. Donc, vous pouvez tout à fait travailler selon les différents stades où vous êtes hein, dans ce projet de création. Ça peut être dès le début, j'ai besoin de trouver des idées, ou alors ça peut être, là, je suis prêt à lancer mon projet de création. Donc là encore, hein, le conseil en évolution professionnelle vous accompagne. La certification professionnelle, alors c'est un vaste sujet qu'on affectionne beaucoup avec Lydie. On pourrait en parler pendant des heures. Donc tout ce qui va être les certifications professionnelles. Et puis la mobilité interne ou externe. Hein. On peut être salarié en poste et aller voir son opérateur CEP parce qu'on a un projet d'évolution interne aussi ou externe, et auquel cas on sera peut-être plus sur une stratégie de recherche d'emploi plutôt classique. Stratégie interne où on peut aussi travailler justement vos outils de communication, votre posture, votre argumentaire pour vous permettre d'évoluer ou identifier un projet de formation pour vous permettre d'accéder à un autre poste. Tout à fait. Je continue, Aline ? Vas-y, je te laisse terminer. Alors, comment ? C'est ce que je disais précédemment. Donc, par un conseil qui est individualisé et adapté, hein, donc c'est personnalisé. Vous n'aurez pas des réponses toutes prêtes et toutes faites. Hein. Il n'y a pas malheureusement
un catalogue de réponses précis. C'est une adaptation à chaque situation, à chaque personne avec ses enjeux, ses contraintes. Donc, c'est du conseil individualisé adapté qui permet d'exprimer votre demande, d'exprimer votre besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les différents dispositifs qui peuvent exister et identifier les démarches possibles et éventuellement une suite à donner, un plan d'action pour voir comment les actions se déroulent. Donc, c'est un accompagnement qui est personnalisé, qui permet d'accéder à toutes les informations utiles pour élaborer votre projet, pour élaborer, et ça j'ai beaucoup insisté sur la faisabilité de votre projet, et donc de construire un plan d'action. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de vous aider, de vous conseiller, de vous accompagner pour la mise en œuvre d'un projet prioritaire et éventuellement d'un projet alternatif, quelle que soit votre situation, qu'on soit sur du salariat, qu'on soit sur de la création d'activité, voilà, et quelles que soient les situations. En sachant que sur la création d'activité, il y a aussi des structures qui vous accompagnent. On a d'ailleurs dans nos partenaires les boutiques de gestion qui accompagnent aussi à la création d'activité. Donc, le plus simple, si vous avez, c'est ce que j'ai cru comprendre par les remarques d'Aline tout à l'heure, des questions très personnelles par rapport à vos projets, par rapport à ce qu'il va falloir mettre en œuvre, comment le mettre en œuvre, à quelles conditions. Le plus simple, c'est de prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc auprès d'un des opérateurs, je reviens en arrière pour que vous les ayez sous les yeux, des opérateurs qui vous concernent, que ce soit Avenir Actif pour les salariés et les indépendants, l'APEC pour des cadres, France Travail pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation d'handicap. Donc là, vous pourrez prendre un rendez-vous de façon confidentielle auprès d'un opérateur sur le site internet rubrique « Je trouve mon conseiller » sur www.mon-cep.org pour prendre un rendez-vous et exposer donc votre problématique ou votre besoin. Des petites questions sur la durée du. Alors, je vois que ça suscite beaucoup de questions. France Travail, l'APEC, tous opérateurs, Mequivoire et les cabinets de reclassement dans tout ça. Donc, effectivement, c'est deux choses bien distinctes, mais là encore qui sont complémentaires. Donc, c'est vraiment à voir selon vos besoins. Une question sur la durée du CEP. On va s'adapter aussi à vos besoins. Il y a vraiment un premier rendez-vous de diagnostic. Donc, venez sur le premier rendez-vous de diagnostic et puis après, ça va être co-construit avec votre opérateur du CEP. Il n'y a pas de durée moyenne, c'est très variable suivant le besoin et la problématique. Et ça, vous le définirez, comme a dit Aline, avec le conseiller ou le consultant qui va vous recevoir. On est bien là sur des situations individuelles. Il y avait une question de Sandy tout à l'heure qui porte la parole d'une entreprise et qui dit je veux faire intervenir un opérateur du CEP pour mes salariés. Là, rapprochez-vous directement des opérateurs. Ça dépend si vous avez des cadres, des non-cadres, soit APEC, soit Avenir Actif. Voilà, de qui voilà, est-ce que ça va être plutôt pour une population cadre ou non cadre? Et vous prenez contact, Sandy, peut-être même via votre OPCO, il y a des choses qui existent. Mais là, on sort un petit peu du sujet. C'était pour ne pas oublier avant de partir. Est-ce qu'il y avait des questions sur la seniorité, justement, d'autres questions sur la seniorité, Aline? Non, pas de questions là-dessus. Beaucoup de questions sur voilà, l'APEC, le CEP. On a déjà parlé de la différence avec un bilan de compétences. Voilà, on est sur des objectifs qui sont différents. Je le répète, vous n'aurez pas le diaporama, Géraldine nous le demande. Vous aurez par contre un replay puisque ce webinaire est enregistré. Et donc, vous aurez accès au replay. Je vous ai mis, alors il faut remonter un petit peu dans la conversation, mais je vous ai mis dans la conversation le lien justement vers ce site pour prendre rendez-vous, mon-cep.org. Oui, des délais d'attente, il y a des réactions là-dessus, différents selon les régions, selon les opérateurs. Voilà, en tout cas, vous avez des rendez-vous disponibles prochainement. D'autres questions? Alors, sur la RQTH, on va peut-être pas aborder là-dessus parce que c'est très individuel. On m'a dit, nous dit Dominique, que les compétences et expériences de plus de 10 ans n'étaient pas prises en compte. Dans quel cadre? Ça reste une question. Moi, je vous assure qu'une question large, il faudrait préciser
Si, elles sont prises en compte. Elles sont prises en compte et heureusement, Ben heureusement, oui, toute compétence, toute expérience est prise en compte. Par contre, la question, c'est comment vous allez valoriser ces voilà. compétences, cette expérience, comment vous allez rassurer. Parce qu'il y a deux points importants. Lorsque vous êtes en phase de recrutement, la première chose, c'est répondre aux besoins et ou à la problématique. Sinon, c'est comme à l'école. On fait des hors-sujets. Si vous vous souvenez à l'école, ça coûtait cher le hors-sujet. Donc, ça va être de répondre aux besoins et ou à la problématique. Donc, c'est prendre dans son expérience ses compétences, ses connaissances, ses atouts, ses potentiels, ses talents, ses capacités pour démontrer qu'on est la personne qui peut répondre aux besoins. Donc, on est bien en posture d'offreur de services dont je parlais au démarrage. De parler aussi de sa motivation. C'est très important de parler de la motivation lorsqu'on recrute. Et tout ça dans l'optique, deuxièmement, de rassurer votre recruteur. Donc, toute compétence est intéressante, toute particularité que vous avez, tout atout que vous avez est intéressant. Par contre, il faut que ça soit en lien avec le besoin ou la problématique. Sinon, on est sur un autre sujet et vous risquez d'entendre, ben, vous êtes ou sous-dimensionné ou surdimensionné. Donc, l'objectif aussi, c'est de démontrer que ce poste vous correspond, que vous pouvez répondre à ce poste et en même temps, la posture d'une personne en situation d'offre de service doit rassurer le recruteur. Un recruteur ne peut pas être non plus insécurisé. Il va recruter s'il est insécurisé, s'il y a vraiment pénurie de compétences. Sinon, voilà, vous avez tous et toutes une concurrence, donc il va falloir rassurer. Donc, je ne sais pas quel était l'objet là de la question, mais toute compétence, toute expérience, elle est forcément à valoriser, mais toute la question, c'est comment je vais la valoriser. Et là, il y a des méthodologies. Et c'est en ça qu'un conseil en évolution professionnelle est important, parce qu'on va vous donner la méthodologie pour savoir comment vous valoriser, comment faire en sorte d'aller argumenter, contre-argumenter, pour rassurer votre interlocuteur, lever les freins, lever les inquiétudes du recruteur. Plein de questions très individuelles. Alors, l'alternance est-elle pertinente pour les seniors? Il faut vraiment travailler sur un projet. Hein. Nous, on ne peut pas répondre en absolu. En général, bah, on a tendance à se dire oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut vraiment voir au cas par cas, sur quel métier, sur quelle formation. Là, l'alternance, c'est un moyen d'accéder à un projet, c'est un moyen de mettre en œuvre une reconversion. Est-ce que c'est ce type-là ou un autre? Il faut vraiment le traiter au cas par cas. Voilà, encore des questions sur l'alternance. Hein, donc voilà, c'est à étudier plus individuellement. Armel revenait sur la question de la compétence et on va peut-être terminer là-dessus. Hein, et nous disait que la durée de vie moyenne d'une compétence technique est de 2 ans. Il y a des compétences techniques, mais il y a aussi des compétences transversales. Hein, il y a aussi les soft skills. Et là, je rebondis sur un commentaire du tout début dans le chat de dire, bah oui, les savoir-être sont aussi à valoriser pour les seniors, sont aussi et surtout à valoriser. C'est C'est ce qu'on appelait les atouts. voilà, c'est ce qu'on Comme voyait on sur parle les en français, enquêtes. Hein. c'est ce qu'on appelait les atouts, qui sont forcément à valoriser, tout à fait. Donc, on ne peut pas vous transmettre encore le lien du replay parce qu'il est en cours d'enregistrement, mais vous le retrouverez très facilement, je pense, à la fin des semaines de l'évolution professionnelle. Vous le retrouverez sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. C'est passionnant, mais l'idée, c'est peut-être qu'on continue ça en rendez-vous individuel avec vos opérateurs du CEP pour qu'on puisse aller sur vos situations individuelles. Et notamment sur l'aspect des compétences techniques, hein, ça faisait partie des questions. En effet, les compétences techniques, il est très important de voir à quel moment il va falloir les réactualiser. Et puis, ça dépend de quoi on parle aussi. Donc c'est important voilà, de le poser avec un conseiller et de voir justement s'il va falloir des mises à jour, de la formation, développer des compétences nouvelles. Et ça ne peut se poser qu'en entretien individuel avec un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle. Et idem, je sens que Christine veut sa réponse. Est-ce qu'on doit mettre son âge sur le CV? On pourrait trouver des arguments pour le oui, des arguments pour le non. Rencontrons-nous et étudions au cas par cas ces différents éléments. Et j'irai un petit peu plus loin qu'Aline, je dirais peut-être qu'il serait bon de ne pas mettre au début du CV. A priori, voilà, a priori, ne pas le mettre au début du CV. Mais après, c'est une question sur laquelle on échange, nous, régulièrement avec nos candidats et nos candidates, comme tous les conseillers en évolution professionnelle pour les seniors. Parce que c'est une vraie question aussi.
Merci à tous pour votre présence, pour vos réactions, et puis on vous souhaite une très, très, très bonne continuation. Ben, je vais dire comme Aline, je vous souhaite une très très belle continuation. Je vous remercie, nous vous remercions pour toutes vos questions et votre attention. Et nous vous souhaitons une belle semaine de l'évolution professionnelle si vous êtes inscrit à d'autres webinaires. Nous vous souhaitons une très bonne journée et on vous remercie beaucoup. Au Au revoir. revoir.